Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me faire savoir. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous compter tous parmi nous ce soir pour ce nouvel atelier Wikaya Plus, consacré à un sujet essentiel pour l'avenir en général, mais également pour l'avenir de la médecine, à savoir comment sortir de sa zone de confort médical pour innover. Alors, je pense que nous avons tous déjà entendu parler de ce genre de sujet, où nous avons peut-être chacun d'entre nous une idée générale ou quelques notions qui sont là et qui sont par-ci par-là. Alors, notre intervenant du jour, je pense, nous partagera des pistes concrètes pour stimuler l'innovation au sein du milieu médical, qui est souvent perçu comme très normé. Je pense qu'il va nous permettre de mieux comprendre, en tout cas, ce sujet. Et il nous permettra, en tout cas, de savoir comment faire et de quoi il s'agit exactement. Donc, je vous prie de bien vouloir accueillir, entre guillemets, donc le docteur Alassane Maïga, un invité quand même de marque, car le docteur Maïga, à part qu'il soit un médecin, donc il est également le CEO de Doctalink SARL. Il a été également lauréat du camp entrepreneurial de l'Université Joseph Kizerbo en 2019, lauréat idéation camp de l'Université du Luxembourg en 2020. Et il a été également nommé Best Young Social Entrepreneur of 2022, donc à Kazan, donc une fédération de Russie. Donc, Dr Maïga, bienvenue parmi nous. Et en tout cas, merci d'avoir accepté surtout d'être notre invité ce soir. Donc, je vous accorde la parole. Et je souhaite à tout le monde de bien vouloir profiter au maximum de ce webinaire. Et vous êtes également invité à, au fur et à mesure, participer et laisser vos impressions ou vos questions au niveau du chat, comme d'habitude. Et également de bien vouloir garder vos micros fermés pour que le webinaire puisse se dérouler comme il se doit. Donc, merci à tous. Dr Maïga. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Oui, nous vous. D'accord, merci pour l'opportunité pour éviter les soucis de connexion qui pourront intervenir par la suite dans cette communication. Je souhaiterais mettre ma caméra en off. Mais je me suis dit que pour un début, quand même, il serait bien au moins qu'on voie un peu mon visage, quoi. C'est pourquoi j'affiche ma caméra. Merci beaucoup, Dr Maïga. Pas de souci. Vous pouvez... D'accord. Dans tous les cas, je vais réactiver ça à la phase des questions-réponses. Voilà. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'essentiel. Je vous prie, Anna, ou bien en tout cas les administrateurs, de mettre en off les micros de ceux-là qui n'arrivent pas à bien maîtriser. C'est un grand honneur pour moi d'être invité par Wikaya Plus, qui est une structure d'innovation et qui répond parfaitement à la thématique du jour. Et merci énormément à vous encore. Je dis bonsoir à tous. Voilà. Je ne sais pas comment le dire dans toutes les langues locales, mais en tout cas, je vous salue depuis ma position à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter, en tout cas partager quelques notions par rapport à la thématique. Alors, je voudrais avoir la permission de présenter mon écran. Oui, vous pouvez, Dr Maïga. Je pense que c'est activé. L'option est activée. Merci.
Est-ce que ma caméra, est-ce que l'écran est visible? Vous voyez, c'est bon? Oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et la thématique qui nous réunit ce soir, sortir de sa zone de confort pour innover, c'est une thématique très importante comme elle l'a expliqué parce que nous faisons face à de très grands défis et nous faisons face à des incertitudes du moment qui parfois nous font douter de nous-mêmes. Et je voudrais m'assurer que je suis bien en face de la cible que je vise dans cette présentation. J'espère que nous avons dans la plupart des cas, en tout cas des profils médicaux ici dans ce webinaire parce que pour faire une présentation assez structurée, il faut l'adresser à un public bien ciblé. Et le public que j'ai ciblé ici, c'est surtout le secteur de la santé et particulièrement en tout cas les médecins, parallèlement les pharmaciens et accessoirement les technologistes biomédicaux ou je dirais en tout cas les paramédicaux de façon générale vont se retrouver dans cette communication. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas du profil santé vont aussi trouver leur compte, mais j'ai personnalisé certaines expressions pour que ça cadre avec notre secteur santé qui font qu'ils ne pourront pas peut-être se trouver dans ces expressions, mais dans la plus grande partie, ils pourront aussi trouver leur compte, même s'ils ne sont pas du secteur de la santé. Alors, cette image introductive du thème illustre déjà bien la thématique sortir de sa zone de confort pour innover. Nous voyons bien 4 jeunes hommes, en tout cas, qui sont arrêtés, qui observent bien tout le matériel autour d'eux et qui certainement se posent des questions. Est-ce qu'on y va dans ce sens ou on ne va pas dans ce sens? En termes de plan de présentation, je voudrais vous proposer une introduction. Et ensuite, dans le corps de la communication, un état des lieux de la médecine en Afrique, les enjeux et défis majeurs pour les acteurs, enfin les pistes d'action concrètes pour l'innovation et je terminerai donc par une conclusion. Alors, je me suis fixé pour objectif de cette communication de d'abord mettre en évidence l'urgence d'agir. Pour nous, en tant que jeunes profils santé, mettre vraiment en évidence le fait qu'il soit urgent d'innover, de faire autrement, de faire différemment pour nous réaliser afin de pouvoir léguer un héritage concret et utile au monde entier. Ensuite, c'est de changer la perception du défi. Beaucoup souvent, nous voyons le défi comme les problèmes, les obstacles, les incertitudes, les contraintes, ainsi de suite. Nous allons voir ce soir que le défi n'est pas cela. Enfin, nous allons vous positionner, vous en tant qu'audience, comme des acteurs du changement. Parce qu'in fine, le but de cette communication, c'est de changer nos mentalités, mais de faire de nous surtout des agents du changement, des acteurs de premier plan du changement positif dans le secteur de la santé. Alors, je voudrais en amont, et là, je vais donner la parole à essentiellement 3 personnes parmi vous qui vont répondre à 3 questions de façon volontaire et bénévole pour que nous puissions voir déjà si nous sommes ensemble dans la thématique. La première est là. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur concernant l'avenir de votre profession? Donc, ça, c'est la première question que je vous pose. Donc, Anna, si possible, si vous pouvez donner la parole à un volontaire qui va répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur concernant l'avenir de votre profession? Si vous êtes médecin, qu'est-ce qui vous fait le plus peur concernant l'avenir de votre profession? Juste des volontaires qui voudraient s'exprimer. D'accord. Si personne volontaire à répondre à cette question, vous pouvez lever la main au niveau des emojis faits à cet effet et nous vous accorderons la parole. J'espère qu'on est ensemble, qu'on est là. Hein? La jeunesse, c'est l'action
c'est aussi l'affirmation de soi, c'est donner son point de vue sans crainte. Parce que ces occasions aussi sont des moments de réseautage. Et lorsque généralement vous participez activement, vous vous connectez en même temps, vous créez des connexions solides qui pourront profiter pour l'avenir. Donc, il ne faut pas hésiter surtout à s'exprimer, à donner votre point de vue. C'est entre jeunes, voilà, c'est sans protocole. Ou bien les gens ont peur. N'hésitez pas à également vous signaler au niveau du chat ou si vous voulez, vous pouvez prendre directement la parole si vous n'arrivez pas à... Ok, il y a... Oui, docteur Aude. Odé. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, docteur. Je vais bien, merci. D'accord. Donc déjà, pour répondre à cette question, quand même en premier lieu, il faut noter que peut-être aussi, surtout dans le contexte burkinabé, on se rend compte que nous devenons nombreux à être formés. Donc, ce qui va vraiment faire peur actuellement dans l'avenir de cette profession, c'est le fait d'être, comment dire, peut-être en surnombre et de ne pas à ce que je sais pas, le contexte social puisse permettre à ce que nous soyons tous absorbés en fait par le système sanitaire. Donc c'est un peu la crainte de peut-être ne pas trouver sa place véritablement à la fin en fait. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre aussi? Donc, docteur Ods a dit ici que c'est surtout la peur de ne pas pouvoir être intégré après la formation parce qu'on est de plus en plus nombreux et on craint en tout cas de naître en chômage après 8 à 9 années de formation, de dur labeur, de souffrance, de stress, qu'on se retrouve à la fin sans emploi. C'est ça qui lui fait peur. S'il n'y a pas un autre doigt, on va continuer à la deuxième question. C'est 3 questions en tout. C'est des questions qui nous orientent. Alors, donc, je continue à la deuxième question. Avez-vous des incertitudes quant à votre propre avenir professionnel? Est-ce que quelqu'un voudrait bien répondre à cette question? Voilà. Est-ce que vous avez des incertitudes quant à votre propre avenir professionnel? Genre, est-ce que vous doutez de ne pouvoir réussir votre carrière professionnelle? Et si oui, pourquoi? Quelqu'un voudrait répondre à cette question? Ce sont des questions qui me permettent de savoir qu'on est ensemble et qu'on se suit. Que nous ne sommes pas juste connectés, voilà, qu'on est vraiment ensemble. Est-ce qu'il y a des volontaires? Docteur Aude. Ah, elle est volontaire, là, c'est bien. Allez-y. Donc, pour moi, je dirais, bon, c'est pas qu'on craint forcément de réussir, non, on se dit que comme cette certitude, parce que si on est là depuis des années, c'est que on a quand même quelque chose à prouver et tout. Mais c'est peut-être le où. C'est où se déployer entièrement. C'est peut-être ça qui pose les inquiétudes. C'est le où exactement s'installer, où se déployer entièrement. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci bien pour cette réponse. Il y a également, je pense, Nouria. Ok, allez-y. Oui, Nouria, nous vous écoutons ou son micro n'est pas activé. Nouria. Si ce n'est pas activé, on peut aussi l'aider. Les autres peuvent l'aider certainement. Au cas contraire, on va continuer à la troisième pour gagner un peu en temps.
C'était juste pour voir si on se suit, quoi. Nous, il y a des difficultés pour s'exprimer. Ou bien les gens certainement sont... Je suis en mode diapositive, donc je n'ai pas accès au chat pour le moment. Certainement, s'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le chat, on pourra... je pourrai lire plus tard. Mais déjà, ceux qui sont connectés, ce serait bien de vous présenter, de dire vous venez, vous nous suivez de quel pays, voilà, de quelle ville, avec une salutation dans votre langue locale. Ça serait très bien. Ce sont des moments de réseautage. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de réseau où on dit le plus souvent, on ne l'accepte pas beaucoup, surtout nous les diplômés. Hein. Ceux qui ont fait les longues études n'aiment pas ça, mais on dit qu'un contact vaut mieux qu'un diplôme. Un contact vaut mieux qu'un doctorat. Cela ne veut pas dire que si vous avez un seul numéro, ça vaut mieux que tous les 8 ans et les 9 ans que vous avez fait dans la faculté, mais c'est pour essayer d'imager un peu l'importance du réseau dans notre monde actuel. Donc, chacun peut écrire son nom, prénom, son pays de provenance ou en tout cas, je ne sais pas, de nationalité, de ville, avec une salutation en langue locale. Ça serait bien. Alors, donc, on va finir avec la dernière question. Avez-vous des rêves qui vous font peur quand vous pensez à leur concrétisation? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait se prononcer sur cette question? Ce ne sont pas des questions intimes, c'est vraiment des questions très ouvertes. Donc, il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à vous affirmer. Et je pense que ça fait partie aussi de l'innovation. On a tendance à suivre les webinaires, on désactive le micro, on ne fait que recevoir. Si on veut vraiment apprendre, l'apprentissage naît de l'interaction. Donc, quand on est passif et qu'on ne participe pas, c'est difficile d'apprendre et on oublie très vite. Mais lorsqu'on participe, on apprend très facilement et on retient le plus durablement possible. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire qui voudrait répondre à la dernière question? Sinon, je pense que je vais me lancer. Ah bon, la modératrice même, allez-y. Hein. Je suis Anna Diop, modératrice de ce webinaire. Alors, pour cette question, je dirais que les rêves, il y en a beaucoup. Mais surtout dans le domaine médical, on fait face à beaucoup de blocages, souvent. Donc, déjà, c'est un lieu, comme je disais tantôt, qui est très normé. Et parfois, même si on souhaite aller au-delà de ce qui est déjà proposé, on a tendance à avoir peur. Et surtout quand on veut aller plus vers le domaine du privé, c'est assez compliqué. Donc, je dirais que oui. D'accord. Merci bien pour la réponse, Anna. Et en faisant le tour, la première question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur concernant l'avenir de la profession? Dr. Hotz a répondu. Je ne sais pas si c'est le nom exact ou c'est le profil. Et avez-vous des incertitudes et aussi avez-vous des rêves? Ça rentre dans le cadre de notre thématique parce que tout ça, ça fait partie de la zone de confort. Voilà, lorsque vous avez des incertitudes, vous avez peur quant à votre avenir, vous vous demandez, est-ce qu'après mes études, je pourrais être intégré? Est-ce que j'aurai un emploi stable? Est-ce que j'aurai un emploi décent? Est-ce que je pourrais bien gérer ma famille? Est-ce que je pourrais réaliser des projets concrets? Est-ce que je pourrais léguer un héritage utile à l'humanité? Voilà, est-ce que je serai le prochain Einstein, ainsi de suite? Vous voyez, ou bien peut-être, est-ce que je vais laisser mon nom dans l'histoire comme Hippocrate? Voilà, on a certainement parfois des rêves et des incertitudes. Voilà, et ici, les rêves qui vous font peur, c'est que vous pensez à réaliser des grandes choses, mais quand vous regardez l'environnement, vous vous demandez, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce qu'on va me laisser y arriver? Est-ce que, autant de questions qui peuvent subvenir en tout cas quand nous réfléchissons par rapport à ça. Alors ça, c'est juste un prétexte pour nous permettre de rentrer en matière. En guise d'introduction, je voudrais ensemble qu'on observe cette image que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me produire
pour décrire un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et je me suis posé 3 questions. La première, c'est où allons-nous exactement? La deuxième, c'est que voulons-nous? Et la troisième, avons-nous peur de faire différemment? Quand je me réfère à mathématiques, je fais une observation qu'en Afrique de façon générale, et surtout en Afrique subsaharienne francophone, on constate que chaque année, presque tous les bacheliers qui ont une bonne moyenne s'orientent toujours, en tout cas vers la médecine, la pharmacie, en tout cas les filières de santé. Et on se rend compte à un certain moment qu'on se trouve dans cette image-là où vous voyez les étudiants qui ont leur stéto, leur blouse, un environnement poussiéreux, un environnement confus, trouble, et des enseignants qui sont sous le hangar, sous un arbre. Et vous voyez des étudiants qui sont assis au soleil, exposés à toutes les intempéries, qui sont venus chercher le savoir. On se demande où est-ce que nous allons. Parce que on se demande parfois, est-ce que nos États qui forment les étudiants, qui forment des médecins, des pharmaciens, en tout cas des chirurgiens dentistes, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils essaient au moins de faire des prévisions à long terme? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils forment des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes? Et on se retrouve dans cet environnement trouble où on ne sait plus où mettre les pieds. Donc, où est-ce qu'on y va exactement? Est-ce que vraiment c'est un système de santé efficace qu'on veut? Ou est-ce qu'on forme pour former? Ou bien est-ce qu'on forme juste pour qu'on dise que l'État est capable d'absorber en tout cas les bacheliers qui sortent des lycées, des collèges? Qu'est-ce que nous voulons à travers la formation médicale? Qu'est-ce que nous voulons à travers la formation en santé exactement? Et parfois, je me demande, avons-nous peur de faire différemment? Est-ce que ce sont des modèles qu'on a copiés d'ailleurs pour venir coller dans nos États sans savoir réellement ce que nous voulons? Ou est-ce que ce sont nos propres politiques qui nous amènent là où nous sommes actuellement? On se retrouve dans une situation où l'état des lieux qui va suivre va nous en dire plus. En ce qui concerne l'état des lieux que je vous présente, l'Afrique, selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, l'Afrique, c'est environ 1% des dépenses mondiales en santé. Ça veut dire que nous ne déboursons qu'1% de toutes les dépenses mondiales. Tout ce qu'on doit acquérir comme matériel, ressources humaines, expertise, nous n'enlevons qu'1%, nous en tant qu'Africains. L'Afrique représente seulement 3% du personnel de santé mondial. Ce qui veut dire que nous, en termes de personnel de santé, en termes de ressources humaines qualifiées, en termes d'expertise dans le domaine de la santé, nous ne représentons que 3% dans le monde. Et pourtant, c'est cette même Afrique-là qui a jusqu'à 25% de la charge mondiale de morbidité. C'est-à-dire que pratiquement toutes les maladies mondiales, les pandémies, les épidémies, les endémies, tout ce que vous voulez, émis là, ça se retrouve en Afrique. Par exemple, quand on prend le cas du paludisme, 96% des cas de paludisme sont en Afrique, avec plus de 96 à 98% des cas de décès. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui supporte la part la plus importante en matière de morbidité et de mortalité dans le monde. Vous voyez donc qu'on aboutit à un déséquilibre qui est frappant et surtout un double fardeau sanitaire. Ces données vont contraster avec ce qui va suivre dans le slide suivant. On se retrouve au même moment où on a ce déséquilibre en Afrique, où on ne représente que 3% du personnel de santé dans le monde, avec la part la plus importante de morbidité dans le monde, on se retrouve avec des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens qui commencent à chômer maintenant en Afrique francophone. On se retrouve avec des professionnels de santé qui sont dans des mauvaises conditions de travail. Vous sortez de la formation à la pratique. Pratiquement, c'est vous achetez tout votre matériel de travail.
Les hôpitaux n'ont presque pas d'infrastructures, n'ont presque pas d'équipement adéquat. Quand vous partez dans les services de stage, c'est vous achetez votre matériel. Un service, je ne vais pas prendre d'exemple particulier, mais quand vous prenez n'importe quel service, vous allez trouver que les matériels les plus basiques qu'on devrait trouver dans le service n'y sont pas. On se retrouve avec une rémunération des plus rabaissantes dans le monde. Alors que si le médecin ou le pharmacien ou le chirurgien dentiste n'arrive pas à bien vivre de son salaire, n'arrive pas à bien vivre de sa rémunération, est-ce que lui, il est en bonne santé? Est-ce qu'il rentre dans la définition de la santé selon l'OMS? En rappel, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et psychosocial, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cela veut dire que quelqu'un qui n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins se retrouve dans une situation de presque maladie. Le médecin ou le pharmacien, le professionnel de santé lui-même qui n'arrive pas à vivre de ce qu'il gagne, est-ce qu'il peut bien soigner? Quel type de soins serait-il capable de donner? Est-ce qu'il sera efficace dans son travail? Est-ce qu'il ne sera pas attiré, en tout cas, à pouvoir faire des mauvaises pratiques, comme on le voit dans certaines contrées, où pour un rien, on fait une chirurgie, pour un rien, on hospitalise, pour un rien, on prescrit une longue liste de médicaments dans une ordonnance. On se retrouve aussi avec un effritement de la confiance des populations. De plus en plus, on remarque que les populations n'ont pas confiance en nos soins. Les populations ne font pas confiance pour venir consulter. Elles préfèrent le plus souvent faire le tour de tous les tradipraticiens, de toute la phytothérapie. Et c'est quand ça chauffe, lorsqu'elle n'a plus aucune solution, qu'elle se sent obligée de venir à l'hôpital. On est dans une situation de perte de la noblesse de notre profession. Avant, on disait que les agents de santé sont les assistants de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on a cette place? Parce qu'avant, il suffisait de dire que vous êtes agent de santé pour qu'on se prosterne devant vous par respect pour ce que vous faites. Parce qu'on s'est dit que c'est vous donnez la vie. C'est vous managez la vie. C'est vous sauvez des vies. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette situation? Est-ce que notre médecine moderne est efficace aujourd'hui au point de nous permettre de garder ce leadership, en tout cas en termes de confiance des populations? Donc, tout un état des lieux qui contraste avec les données mondiales. Au même moment où on dit qu'on a insuffisance de personnel, au même moment, on commence à avoir des difficultés pour s'intégrer et vivre dignement de notre rémunération. Au même moment, on est dans de mauvaises conditions. Au même moment, on est en train de perdre la confiance des populations quant aux soins modernes. Alors, on se retrouve dans une situation où même quand on veut sortir de cette zone, on a 3 murs qui nous empêchent de sortir. Le premier mur, c'est le mur de la routine et du suivisme. Je fais la médecine, je finis la médecine, je cherche le concours de la fonction publique, je pars dans un district ou dans un hôpital et je pratique, je fais mes permanences, je fais mes gardes et la vie est comme ça. Ou bien après je continue, je deviens hospitalier universitaire, je deviens maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire et la vie s'arrête là. Ça c'est la routine. On a peur de faire autre chose. Ensuite, il y a le mur de la hiérarchie. Nous sommes dans un système de santé hautement hiérarchisé et où le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie est vraiment quelque chose de cardinal. Nos maîtres et nos aînés sont presque des dieux et des demi-dieux qu'on doit respecter et on n'est même pas fou pour oser faire autrement que ce qu'il te dit. Vous voyez, un exemple, il y a beaucoup d'exemples. Hein? Et enfin, il y a le mur du risque. Nous avons peur de prendre le risque. On s'est dit, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si ça échoue? Et si, et ça, et si, et ça, et si, et ça. Voici les murs qui nous empêchent d'avancer. Pourtant, nous sommes les gardiens d'un système. Mais si ce système-là ne fonctionne pas, qui aura l'audace de le briser?
C'est une question que je me pose. Ce qui me permet d'aborder les enjeux et les défis qui nous poussent, même si on ne le veut pas, à innover et à faire autrement. Pour non seulement assurer notre avenir personnel, mais aussi pour réaliser quelque chose d'important pour ce monde. On doit se rappeler que le stéthoscope qu'on utilise, c'est quelqu'un qui l'a inventé. La seringue, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Voilà, tout ce qu'on utilise à l'hôpital, c'est des gens qui ont inventé ça. Voilà, l'ECG, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Le scanner, c'est quelqu'un qui l'a inventé. L'échographe, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Tout ce que nous utilisons, ce sont des gens qui les ont inventés. Et nous, on ne fait qu'utiliser. Et dans ça, on veut être bien, on veut assurer un bon avenir. En réalité, nous sommes des consommateurs entre deux mondes qui sont des antagonistes. Alors, quels sont les enjeux? Les quelques enjeux que je vois pour nous en tant qu'agents du secteur de la santé, que d'autres personnes pourraient percevoir comme des menaces. Pendant que nous n'arrivons pas à bien satisfaire les populations en matière de soins de santé de qualité. Pendant que nous n'arrivons pas à bien absorber les professionnels de santé, nous avons l'intelligence artificielle et la santé connectée qui font leur entrée dans notre domaine. De plus en plus, il y a des outils qui arrivent à diagnostiquer les maladies. De plus en plus, il y a des outils qui peuvent faire des interventions chirurgicales. De plus en plus, il y a des outils qui peuvent faire de la prévention, qui peuvent nous permettre de suivre les constantes, qui peuvent nous permettre de suivre des marqueurs très importants de notre santé. De plus en plus, il y a la santé connectée avec des objets qui nous permettent de faire mieux que les mains du médecin et du pharmacien et du chirurgien dentiste. Ce sont des enjeux très importants qui doivent nous réveiller. Ensuite, nous avons la médecine alternative qui de plus en plus est en train de prendre la place sur la médecine moderne. Quand je dis médecine alternative, c'est y compris les praticiens, y compris la médecine douce. Vous voyez les questions de phytothérapie, ergothérapie, cryothérapie, la médecine chinoise, la médecine japonaise, la médecine indienne, ainsi de suite. Toutes ces médecines alternatives qui parfois réussissent mieux à satisfaire les patients que notre médecine moderne qui nous met dans un système de clientélisme où lorsque tu as une maladie et que tu te rends au centre de santé, tu deviens un client à vie de consommation de médicaments. On a l'impression que nous sommes là que pour entretenir les maladies plutôt que de soigner et de guérir les gens. Donc la médecine alternative est en train de prendre la place sur la médecine moderne. C'est un enjeu très important à prendre en compte. Ensuite, nous avons l'image du médecin aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus calqué ma présentation sur les médecins, mais les pharmaciens et les autres du corps santé vont se retrouver. Aujourd'hui, vous constaterez que on n'hésite pas à injurier les gens à l'hôpital. Les accompagnants et les patients n'hésitent pas à vous opposer par rapport au traitement que vous prescrivez. Un patient peut vous dire, docteur, ce médicament-là ne va pas me guérir. Ce médicament, ce n'est pas pour ma maladie. Non, on ne doit pas mettre ceci quand on est cela. On ne doit pas faire ceci quand on a cela. Finalement, on est dans un système où, à cause d'Internet, les patients même sont des médecins qui arrivent à l'hôpital. Et donc, on a l'impression que le médecin ne sait plus faire son travail et que le médecin, quand il te reçoit, il te déçoit plus qu'il ne te soigne. Et en ça, donc, la confiance des populations devient de plus en plus en disgrâce. Et donc, l'efficacité des soins comparée aux attentes est remise en question. Ce sont des enjeux très importants qu'il faut prendre en compte pour nous en tant que jeunes professionnels de santé. Parce que si on y prend garde, ces enjeux vont nous absorber de sorte à ce que ce dont on se plaint là va s'empirer encore. Quels sont les défis majeurs? Les défis majeurs ici, c'est notre capacité à nous adapter en permanence. Dans un monde où l'intelligence artificielle, Internet, les médecines alternatives, la question de l'effritement de la confiance des populations, la place du médecin ou du professionnel de santé qui est menacée, le non-respect des gens vis-à-vis des professionnels de santé, l'environnement qui n'est pas du tout favorable, les politiques de santé qui sont parfois
qui ne s'inscrivent pas dans la logique de ce que les professionnels de santé eux-mêmes veulent. Parce que c'est des politiques qui sont souvent conçues à l'insu des professionnels de santé, des vrais professionnels sur le terrain. Donc, on est dans une situation où le défi qui se présente à nous, c'est d'être capable de s'adapter. L'adaptabilité est une soft skills très importante pour nous aujourd'hui. Celui qui n'est pas capable de s'adapter est en disparition. Le deuxième défi pour nous, c'est notre capacité à pouvoir trouver les voies et moyens pour nous insérer professionnellement. Nos parents ne nous ont pas mis à l'école pour faire 6 années au primaire, 7 années au moins au secondaire, 8 années au moins à l'université pour sortir médecin, pharmacien, professionnel de santé et puis chômer. Nos parents ne nous ont pas mis à l'école pour ça. Nos parents nous ont mis à l'école pour qu'on puisse prendre la relève de la gestion de la famille, qu'on puisse subvenir aux besoins de la famille, qu'on puisse soigner nos proches, qu'on puisse prendre soin d'eux. Donc, le défi de l'insertion professionnelle demeure un défi très important. Et ça, si on reste dans la routine, alors l'environnement, en tout cas l'avenir, s'annonce très obscur. Parce que les perspectives côté État ou privé ne sont pas bonnes. Les États, la plupart du temps, les États africains n'arrivent pas à absorber de plus en plus le quota de jeunes médecins ou de professionnels de santé qui sortent. Dans les privés, on va vous poser des conditions que vous ne pourrez pas supporter. Et donc, il y a nécessité comme défi aussi de nous associer pour proposer mieux. On dit le plus souvent qu'en Afrique, les jeunes sont incapables de se mettre ensemble pour réaliser de grands projets. Et j'en ai vu plein. Mais j'espère que notre génération va relever le défi. Parce que seul, on peut aller vite, mais on ne peut pas aller loin. Si on veut aller loin, on doit s'associer. L'exemple de Wikaya, qui est une plateforme qui a été créée, ce sont des gens qui sont ensemble, qui font progresser Wikaya. Si c'est juste le promoteur qui a créé Wikaya et puis qui essaie de travailler lui seul, il ne peut pas. C'est parce que ce sont des jeunes qui sont mis ensemble. Donc, le défi pour nous en tant que jeunes professionnels de santé, c'est d'être capable de nous mettre ensemble et de proposer des projets innovants. Si on est ensemble, on pourra aller plus loin. Anna a par exemple parlé quant au rêve. Il y a beaucoup de jeunes médecins face à la difficulté de plus en plus de s'intégrer dans l'État qui pensent à se mettre dans le privé, à créer leur propre clinique, leur polyclinique. Mais nous tous, nous savons que pour ouvrir une clinique ou une polyclinique, là, ça demande énormément d'argent. Rien que pour le local, pour les équipements, pour le personnel que tu dois recruter. Tu ne peux pas faire ça toi seul. Et face à ça, tu es obligé de t'associer à d'autres jeunes qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi pour pouvoir avancer. Donc, vous pouvez vous associer entre vous jeunes. Voilà, on peut s'associer. Et quand on s'associe, mes contacts plus tes contacts, mes connaissances plus tes connaissances, ça fait énormément beaucoup de choses. Mais quand je suis seul là, tout repose sur moi. Et c'est difficile d'avancer quand on est seul. Donc, c'est un très grand défi pour les professionnels de santé, surtout les jeunes, de nous associer pour aller plus loin. Le monde dans lequel nous sommes est une jungle. C'est un monde sans pitié. Quand tu es seul, on va t'absorber, on va te manipuler, on va t'exploiter comme pas possible. Mais au moins, quand vous êtes plusieurs, quand vous êtes nombreux, vous arrivez à avancer plus facilement. Le défi qui suit, c'est de pouvoir se maintenir en lead. En tant qu'agent de santé, nous sommes respectés par les populations. Parce que les populations pensent que nous sommes les assistants de Dieu. C'est nous, nous les soignons. Nous sauvons des vies. On doit maintenir cette image. C'est un grand défi pour nous en tant que jeunes professionnels. Surtout que de plus en plus, on pense que les jeunes professionnels de santé sont incompétents. On pense que les jeunes professionnels de santé sont des gens qui aiment l'argent. Ils sont devenus médecins, ils sont devenus pharmaciens, c'est pour s'enrichir. Ils ne sont pas devenus médecins par vocation. Ils sont venus pour l'argent. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Donc, l'image du médecin, du pharmacien qui est le sauveur des vies est en train de s'effriter. Et c'est un grand défi pour nous en tant que jeunes de sauver cette image-là. Enfin, on doit s'améliorer pour mieux soigner. Aujourd'hui, vous tous, vous savez que l'apprentissage qu'on nous donne à l'université, qu'on nous donne dans les hôpitaux où on est de plus en plus nombreux, quand vous partez en visite, souvent les patients ont peur de vous. Parce que vous êtes plus nombreux que les patients.
Vous voyez, quand on est en staff, les salles même ne peuvent pas nous contenir. L'université, on ne fait pas des cours, on ne fait pas des TD comme on le veut, on ne fait pas des travaux pratiques comme on le veut. Ça ne peut pas vous permettre d'être un professionnel compétent à la sortie. Vous êtes obligé de trouver des voies et moyens pour vous améliorer afin d'être compétent. Parce que le professionnel de santé doit avoir 3 types de savoir. Vous devez avoir le savoir théorique. Ça, c'est la science. Vous devez avoir le savoir être. Ça, c'est l'attitude professionnelle, mais aussi le savoir-faire qui est la compétence elle-même. Donc, il est important qu'on s'améliore pour pouvoir mieux soigner. Si on ne s'améliore pas et qu'on reste comme ça, je vous assure que notre avenir s'assombrira de plus en plus. Parce qu'on n'aura plus confiance en nous, on va penser qu'on n'est pas venu pour soigner, et comme on n'est pas bien rémunéré, on sera tenté de faire des pratiques non catholiques, en tout cas qui vont nous entraîner dans le bas-fond. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Alors, face à tout ce tableau qui a été décrit avec les défis, les enjeux, quel est le chemin pour l'avenir? Et ici, cette image que j'ai demandé à l'IA de générer représente un chemin qui n'est pas du tout simple. Et on voit que la sortie est un lieu d'espoir, mais n'est pas du tout facile. Ça résume un peu ce qui nous attend. Alors, en termes de défis, je dirais plutôt en termes de chemin pratique, c'est l'innovation. Comme on l'a dit, la zone de confort, c'est en réalité la zone intime de chacun d'entre nous. Cette zone dans laquelle on ne veut que personne pénètre. Cette zone qui nous met dans une situation où on se sent confortable. Cette zone-là, nous devons la quitter pour innover. Et je vous propose ici une stratégie en marketing. Lorsque vous voulez innover, il est important de segmenter. Vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes chirurgien dentiste, en tout cas vous êtes un professionnel de santé. Il est important de segmenter votre innovation. Dans quel domaine je vais innover? Dans quel domaine j'ai des compétences pour innover? Est-ce que je peux innover dans la prévention? Est-ce que je vais innover dans le traitement? Est-ce que je vais innover dans le suivi? Est-ce que je vais innover dans la santé publique, dans la santé communautaire? Est-ce que je vais innover dans ceci, dans cela? Il est important de segmenter. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Il n'y a personne qui peut tout faire à la fois. Et parfois, nous, en tant que jeunes, ce qui nous fait perdre sur notre chemin, c'est qu'on est tenté de tout faire à la fois. C'est moi, je suis ici. C'est moi, je suis là. C'est moi, je suis ici. C'est moi, je suis là. Je vais être partout pourvu qu'on appelle mon nom seulement. Ça ne marche pas, chers frères et sœurs. Ça ne marche pas. Il faut qu'on segmente. Essayez de cibler bien après la segmentation. Le ciblage, c'est de voir, je m'adresse à qui? Imaginez par exemple que moi, je veux créer des outils innovants en matière de segmentation, ou bien je veux ouvrir une clinique qui fait la différence. Aujourd'hui, on se plaint que quand on part dans les hôpitaux, les patients ne sont pas bien accueillis, ils ne sont pas bien traités, on ne communique pas avec eux, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je veux faire la différence, je veux innover. Je crée un centre médical ou une clinique qui va faire la différence. Donc, je segmente. Ma clinique va être focus sur quoi? Est-ce que ma clinique va être focus sur les soins généraux? Ma clinique va être focus sur quel type de soins? Sur les soins préventifs, soins curatifs, soins palliatifs? Dans quel segment je me classe? Et ensuite, je fais mon ciblage. Le ciblage, c'est de dire à qui je m'adresse. Qui est ma cible? Moi, je cible les jeunes professionnels. Par exemple, les fonctionnaires, les salariés qui ont besoin de faire de bilan de santé, qui ont telle maladie, voilà les questions de burn-out, de quoi. Moi, je cible les opérateurs économiques. Moi, je cible les agriculteurs. Moi, je cible la classe moyenne. Moi, je cible la basse classe, ainsi de suite. On doit faire notre ciblage. On ne peut pas innover sans ciblage. Parce que, in fine, l'innovation doit être absorbée. Ça doit être acheté pour vous permettre de vivre. Et après le ciblage, il faut se positionner. Le positionnement, c'est qu'est-ce que vous apportez comme plus-value. Vous voulez ouvrir une clinique. Il y a tellement de cliniques, il y a tellement de pharmacies, il y a tellement de polycliniques, il y a tellement d'hôpitaux. Qu'est-ce qui vous différencie des autres?
Quelle est votre plus-value? Quelle est la valeur ajoutée de votre clinique? Quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise que vous allez créer? J'ai dit, OK, moi je ne vais pas créer, je ne vais pas ouvrir une clinique, je ne vais rien faire. Je vais ouvrir un centre de prévention. Alors, votre centre de prévention va prévenir sur quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous positionnez comme quel type de professionnel? C'est important de se positionner. Donc, ce sont les 3 éléments importants quand vous voulez innover. Il faut segmenter, il faut cibler et il faut se positionner. Je vais aller plus rapidement parce que je vois que le temps file. Alors, la complaisance intellectuelle, c'est ça qui nous tue le plus. Le plus grand obstacle n'est pas matériel mais mental. Lorsqu'on veut innover, on se dit non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On se dit bon, tout le monde fait comme ça, pourquoi moi je vais faire différemment? Quand tout le monde vient à l'université là, c'est pour finir et puis faire concours de la fonction publique. Pourquoi moi je vais aller ailleurs? Est-ce qu'il y a une garantie que ça va marcher? C'est ce mur-là qui nous empêche d'avancer. On doit être en mesure de remettre en cause et pouvoir sortir de cette zone de confort-là parce que ça tue la créativité. Ça tue énormément la créativité. Ensuite, il faudra qu'on travaille en interdisciplinarité. Il faut qu'on crée des ponts entre les professionnels de santé et les autres techniciens. Vous voulez créer des outils de santé connectés, vous avez besoin d'informaticiens. Il faut qu'on soit capable de nous associer à des sociologues, à des communicateurs, à des journalistes, à des juristes, à des économistes. Il faut qu'on soit capable de s'associer à, je ne sais pas, en tout cas, à des profils diversifiés. Parce que la santé, ce n'est pas qu'une question d'hôpital et de centre de santé. Ce que nous mangeons, c'est de la santé. Ce que nous vivons, c'est de la santé. Notre environnement, c'est de la santé. Il y a plein d'aspects, comme vous le savez tous, les déterminants de la santé. Il y a tellement. Donc, on doit être capable de s'associer à des profils complémentaires qui vont nous permettre de réaliser de grandes choses. Enfin, c'est de savoir qu'il est important d'échouer. Parce que l'échec, ça fait partie de l'aventure du succès. Si vous pensez que quand vous allez échouer, vous n'allez pas faire, vous n'allez jamais faire. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui a réalisé quelque chose de grand sans échouer une première ou une deuxième fois. L'échec là, ce n'est pas de l'échec en réalité, c'est de l'apprentissage. Vous pouvez commencer, ça ne va pas donner. Ne vous découragez pas. Commencez encore. Ça ne donne pas. Commencez encore jusqu'à ce que ça donne. Donc, nous, parfois, en tant que jeunes professionnels, on a peur d'innover, on a peur de faire autrement parce qu'on a peur d'échouer. Sachez que l'échec, c'est de l'apprentissage. Ça fait partie du chemin du succès. Et c'est très important. Concrètement, et pour résumer toute ma communication, je nous appelle, moi-même y compris, à apprendre autrement. Trouver les voies et moyens pour que, en dehors de l'apprentissage qu'on nous donne à l'université ou à l'hôpital, que vous trouvez vos propres moyens en autodidacte d'apprendre. Pour que les 3 types de savoir soient au rendez-vous. Parce que tant que les 3 types de savoir ne sont pas au rendez-vous, notre avenir est toujours incertain. Il faut qu'on ait la science. La connaissance est fondamentale. Il faut qu'on ait le savoir-faire, la compétence technique. C'est très important, la compétence technique. Il faut qu'on ait le savoir-être, c'est l'attitude, c'est le comportement. Vous voyez? Et ça, c'est très important aussi. Tout ça, ça nécessite qu'on puisse savoir apprendre autrement. Il faut qu'on pratique autrement. C'est pas parce que tout le monde reçoit le patient, tu l'examines sap, tu fais un bulletin d'examen, tu fais une ordonnance, toi aussi tu veux faire comme ça. Est-ce que on a dit que soigner, c'est toujours donner des médicaments? Est-ce qu'on a dit que soigner, c'est toujours prescrire des examens? Est-ce qu'on a dit que soigner, c'est toujours hospitaliser? C'est toujours ceci, c'est toujours cela? Il faut qu'on sache pratiquer autrement. Et enfin, qu'on sache soigner autrement. Parce que quand on parle de soigner, ce n'est pas que d'attendre que les gens tombent malades. Les bons professionnels de santé, il y a des pays où on paye les médecins pour prévenir les maladies, pas pour guérir, pas pour soigner. Parce que le fait déjà qu'on laisse les gens tomber malades là, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. Pourquoi en tant que jeune professionnel, on ne va pas créer des entreprises, des structures qui vont promouvoir la prévention?
Pourquoi on veut toujours être à l'hôpital tous? Alors que soigner là, ça laisse des séquelles. Ça fait dépenser énormément les gens. Il y a beaucoup de moyens de prévention faciles. Pourquoi on n'investit pas dans la prévention et on investit uniquement dans les soins? Pourtant, prévenir aussi, c'est soigner. Donc, il est important qu'en tant que jeunes, nous puissions soigner autrement. En conclusion, l'avenir de la santé africaine repose sur notre capacité en tant que jeunes à sortir de la complaisance, à valoriser notre ingéniosité et à innover constamment. Il y a une erreur là-bas. Il faut qu'on sache innover constamment. Chaque effort, chaque idée, chaque collaboration forge un système de santé plus robuste. Engageons-nous donc à devenir des bâtisseurs audacieux d'un système de santé souverain. Main dans la main, en s'associant entre jeunes, on est capable de réaliser de grandes choses pour notre continent. Je vous remercie pour votre attention soutenue et je reste donc à l'écoute pour les questions. Et voilà, merci bien à tous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Maïga, pour donc cette présentation très enrichissante et pour tous les efforts fournis, en tout cas. Donc, nous allons passer la parole aux participants, donc ceux qui désirent poser leurs questions, prendre la parole. Déjà, nous avons des mains levées, à savoir Brice. Donc, Brice, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir à tous. Et merci à Monsieur Abdul Fattah pour sa présentation et Anna pour l'assistance. Je me nomme Brice Bamogo, je suis statisticien de formation. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir participer à cet webinaire et j'aimerais contribuer un peu à ce que M. Abdul avait déjà eu à dire. Donc, pour ce qu'il a dit, c'est réellement vrai et triste. Si on regarde de nos jours, la majorité de ceux qui y vont en médecine là, ou en pharmacie, d'autres, pour dire vrai, d'autres c'est par contrainte des parents et tout, parce que la majorité part pour répondre au plaisir ou aux besoins des parents, parce que les parents ont tendance à vouloir motiver les jeunes à aller faire la médecine et tout. Même si je prends mon cas par exemple, quand j'avais eu le bac, et on m'avait proposé, mon papa m'avait dit d'aller faire la médecine parce que là-bas, quand tu finis, c'est sûr que tu seras employé. Parce que l'État va te prendre directement et tu vas travailler au sein de l'État. Mais j'ai vu autrement. C'était pas ce que je voulais faire. Donc j'étais obligé d'aller faire autre chose que ça. C'est pour dire que des fois les jeunes manquent de... Bon, pour dire, je peux pas dire jeunes, puisque quand tu finis le bac et que tu n'as pas eu à prospecter d'autres perspectives, c'est très difficile de prendre le choix ou de faire ton propre choix. Tu seras tout en contrainte des choix des parents ou des tantes ou de ceux qui sont dans ton entourage qui connaissent peut-être d'autres domaines autres que peut-être la médecine. Donc peut-être que c'est tous ces facteurs-là qui font que quand la majorité part pour faire la médecine, pour leur vocation, c'est venir travailler forcément dans le secteur public. C'est ce qui fait que, bon, c'est ce que moi je pense du point de vue. Merci. Merci bien, Brice, pour votre contribution. Merci beaucoup. Docteur Mélène.
Monsieur, Pardon, bonsoir. oui, Je ne m'étais pas présentée à ma première intervention, donc c'est Dr Amoussou Mélène. Donc, franchement, merci à l'intervenant. C'était vraiment un échange qui était très enrichissant. C'était participatif. Je pense que personne n'a sommeillé. C'était vraiment un échange qui était vraiment très, très, très enrichissant. Moi, j'avais une question rapidement. C'était de demander vraiment à notre intervenant, est-ce qu'il pourrait nous présenter les activités de Dr Link, qu'il puisse nous en parler un peu et nous dire également son expérience. Quelles sont les expériences personnelles? Qu'est-ce que, lors de l'implémentation de cette SARL, quelles sont les difficultés majeures devant lesquelles, enfin, qui se sont présentées à lui? Donc, c'était un peu de savoir ça. Merci. Je réponds en même temps ou bien on attend? Je sais pas. Hein? oui, docteur Maïka, vous pouvez répondre au fur et à mesure, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup à Dr Aude. Bon, d'habitude, je n'aime pas trop parler de moi. Hein? Voilà, j'aime pas parler des projets personnels parce que souvent, bon, on dit que c'est bien de faire les choses en off et puis laisser les résultats vont parler, quoi. Voilà, sinon, Dr Link, c'est une SARL qui intervient dans l'accompagnement à la création des structures de santé et au management de ces structures de santé-là. Parce qu'on a remarqué quand même qu'il y a assez de structures de santé, aussi bien des cliniques, des pharmacies, des labos, etc., qui n'ont, les gens ne savent pas comment le processus pour les créer, les gens ont des difficultés pour les gérer en termes de management parce qu'on a été formé pour soigner, on n'a pas été formé pour gérer, pour manager une entreprise, on n'a pas été formé pour gérer du personnel. On a été formé uniquement pour sortir et soigner. Et ça, c'est une difficulté. Alors qu'on dit aux jeunes d'entreprendre, voilà, un jeune médecin ou un pharmacien qui sort, on lui dit d'entreprendre, il va faire comment? Il n'a jamais appris, il n'a eu aucun module d'entrepreneuriat dans son cursus, il n'a eu aucun module de gestion des ressources humaines. Il ne connaît rien en comptabilité d'entreprise, il ne connaît rien sur les questions fiscales, sur la création, le fonctionnement d'une clinique, d'une polyclinique, il n'en sait rien. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir connecter les agents de santé. C'est pour ça qu'on dit Dr Link. C'est de les connecter et de pouvoir se rendre mutuellement service afin que cette tendance d'entreprendre pour les jeunes là soit un succès. Voilà, c'est vrai que ce ne sont pas les seules activités, mais je donne quelques activités. En même temps, Dr Link aussi met en contact l'expertise locale avec l'expertise internationale. On a des structures hospitalières au niveau d'autres pays. Donc, on met en contact que ce soit pour des évacuations sanitaires, que ce soit pour le partage d'expertise en matière de santé. Donc, on intervient aussi dans ça. Et on aide les structures de santé dans le recrutement de leur personnel, dans la formation et dans le recyclage. Parce que quand vous mettez en place une clinique, vous recrutez les infirmiers. Les infirmiers ou bien le personnel de santé n'a pas été forcément formé à accueillir les patients. Lui, il a été formé pour venir soigner, pour recevoir les gens, faire l'examen, mais on n'a pas été formé pour accueillir les gens. On n'a pas été formé pour utiliser les outils numériques. Donc, on accompagne aussi les structures de santé dans l'intégration de la digitalisation. Voilà, que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit pour la gestion du dossier patient, et ainsi de suite, quoi. Bon, en gros, voici ça. Mon expérience personnelle en matière d'innovation, je sais que déjà, en tant qu'étudiant, moi, j'ai ces voyages dont on a parlé dans le profil là, c'est parce que j'ai été associé en tout cas à la création de solutions digitales, comme par exemple Mon bébé et moi, qui est une application de suivi de la grossesse et d'éducation à la santé maternelle et infantile. Voilà, il y a d'autres solutions digitales auxquelles j'ai participé, en tout cas à la conception. J'ai aussi participé à la création de structures de santé en co-fondation avec d'autres collaborateurs. Donc, il y a des projets en tout cas comme ça, mais mon expérience personnelle, c'est que c'est du tout pas facile. Mon exemple, par exemple, quand moi je suis sorti, quand j'ai soutenu,
j'ai dit que je ne vais pas faire le concours de la fonction publique. Et les premières personnes auxquelles j'ai fait face, ce sont mes parents qui ont dit, mais ça, c'est pas normal. Tu es fou ou bien est-ce que tu es normal? Voilà, comment est-ce que tu vas faire les études, tu finis les études, au lieu d'aller soigner dans l'hôpital, toi, dis que tu pars pas là-bas. J'ai dit, bon, franchement, moi, j'ai d'autres projets. Ce n'est pas que je critique la clinique, mais je pense qu'en tant que médecin, je peux servir autrement, je peux soigner autrement. Et donc, ça n'a pas été simple. Mais jusqu'à présent, en tout cas, je suis là, je suis dans le privé. Mais je pense que j'arrive à avoir le nécessaire pour gérer ma famille. Aujourd'hui, ils se sont tués, ils ne parlent plus parce qu'ils savent que j'arrive à subvenir à leurs besoins et c'est l'essentiel. Donc, bon, à moins que vous avez des questions pratiques. Je n'aime pas trop parler de moi-même. Anna, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si elle n'est pas satisfaite, peut-être si elle peut poser des questions plus. Merci beaucoup, plus Dr. spécifiques. Je pense que votre réponse est assez complète, à part si, Dr. Mélène, vous avez d'autres questions. Non, je suis vraiment satisfaite de la réponse et franchement, merci encore à l'intervenant. Merci beaucoup, Dr. Mélène. Donc, Monsieur Daboun, je pense. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? André, qui a levé sa main. Bon. Oui, Monsieur Abdul Karim, je pense. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole accordée. Également, merci à M. Abdul Fatou Alassane Maïga pour cette brillante présentation. Sincèrement, j'ai beaucoup appris, en fait. Mais pour la question de la réinsertion socio-professionnelle à la sortie de la médecine, c'est tout ce qu'il avait dit, c'est absolument vrai. Mais juste à préciser une petite chose, en général, pour se lancer dans la vie active, surtout dans la vie professionnelle à la sortie de la faculté de médecine, si le médecin voulait s'installer en privé, en général, ce qu'on conseillait, c'est qu'il faut d'abord être sur le plan public, là où c'est permis, avant de s'installer dans le privé. Parce qu'il faut faire preuve de compétence, avoir les canaux, afin de pouvoir s'installer. Si vous n'êtes pas connu déjà sur le monde public, là où c'est beaucoup plus fréquenté, le fait de s'installer directement en privé à la sortie de la faculté serait un peu difficile. Donc, en général, ce qu'on dit, il y a toujours une phase d'expérience qu'il faut récupérer, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé. Mais s'installer directement avec sa propre boîte ne serait pas une histoire facile. Alors, je vais poser une question parce que nous sommes confrontés toujours dans presque tous les pays africains quand on fait la conception d'un projet d'installation d'une boîte privée en matière de santé. Le grand problème, c'est toujours le financement. Et là, en général, il faut convaincre les bailleurs afin de pouvoir se servir de leur financement, que ce soit les ONG, les organisations non gouvernementales ou encore les bailleurs particuliers. Maintenant, moi, ma question, c'est particulièrement les banques, telles que les UBA, les Ecobank, je ne sais pas, Société Générale. Bon, dans mon pays, la Société Générale n'existe plus du fait qu'elle est remplacée par Coris Bank et les autres.
Est-ce que de part de vos expériences, M. Maïga, ces structures financières, est-ce qu'elles ont également une part de financement? Ils peuvent, je voudrais dire, ils peuvent être actionnaires à financer des structures d'installation de boîtes privées dans le pays d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est ça ma question et merci beaucoup. Puis, je finis par, quand vous dites que les médecins ne sont pas formés pour la gestion des boîtes privées ou des entreprises et autres, je pense que peut-être je suis de l'ancienne, de la très très ancienne école, comme je disais toujours à Amine. Mais anciennement, je pense qu'en 6e année, toute l'année est pratiquement de l'administration. Administration sanitaire, gestion des ressources sanitaires, le management, le leadership en matière de santé. Il y avait beaucoup de modules spécifiquement qui sont dédiés pour ça. Et je pense que même la gestion des districts, ça fait partie du programme de la 6e année de médecine. Donc, je pense que peut-être le programme a été changé. Mais sinon, anciennement, là où je fais ma médecine, en 6e année, il y a quand même beaucoup de modules qui sont dédiés pour la gestion de trucs. Donc, merci beaucoup et une fois de plus, merci pour la présentation. J'ai beaucoup appris. Merci. Anna, je peux aller? Oui, Dr. Maïga, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Dr. Aboubakar Mahamat. Pour la première réaction, vous avez tout à fait raison. Même ici, c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, l'une des solutions pour se lancer en boîte privée aussi, c'est de s'associer parce que le début n'est pas simple. Mais comme, par exemple, au niveau du Burkina, récemment, il y a un décret, je ne sais pas, en tout cas des textes qui ont été appliqués qui obligent maintenant les médecins à choisir entre le public et le privé. Donc, il y a des pays où ça est en train de changer. Sinon, ce qui est conseillé, effectivement, si vous voulez lancer une boîte privée, vous partez d'abord au public, vous faites quelques années, après vous prenez une disponibilité où vous démissionnez, vous partez en privé. Maintenant, par exemple, au Burkina Faso, en tout cas, depuis l'année dernière, je pense, même pour prendre des disponibilités, c'est devenu compliqué. Donc, bon, on est obligé de choisir entre le public et le privé. Et en tout cas, il y a des changements qui sont en train d'intervenir, qui font que on n'a plus trop le choix maintenant d'aller en public et puis après dire qu'on part en privé. Il y a des textes qui sont en train de compliquer les choses. Mais c'est qu'il y a d'autres pays où c'est toujours possible, quoi. Donc, c'est une question de pays parfois. Sinon, c'est vraiment conseillé. Merci pour cette contribution-là, docteur. En ce qui concerne la troisième, avant que je ne vienne à la question des banques, vraiment, j'ai été très ravi d'entendre qu'au niveau de la 6e année, il y avait de ces modules-là. Malheureusement, moi, en tout cas, quand j'ai fait mon cursus au Burkina, il n'y en avait pas. Tout ce qu'il y avait, c'était un module sur la planification et la gestion de la santé, un module économique de la santé. C'était le seul module qui parlait même de planification sanitaire, des trucs comme ça. Sinon, le reste là, c'est la méthodologie, épidémiologie, c'est des trucs comme ça. S'il y avait vraiment ces genres de modules actuellement dans le programme, ça allait bien aider les jeunes. Mais malheureusement, au Burkina, je ne sais pas, à moins que ça a changé. À notre temps, il n'y en avait pas ces modules-là. Donc, vous avez été chanceux vraiment. En ce qui concerne les banques, il faut dire que moi, j'ai assisté à une présentation au niveau du Burkina, la maison de l'entreprise avec les banques. Ce que les banques demandent le plus souvent, c'est la garantie. Et c'est la garantie qui cause problème pour le médecin. Mais de plus en plus, lorsque les médecins s'associent ou bien des pharmaciens s'associent pour créer des structures, les banques ont plus confiance et ont tendance, en tout cas, à accompagner ces personnes-là. Mais ça dépend du pitch que vous allez faire devant les banques. Vous savez, les banques, c'est des opérateurs économiques, c'est des chercheurs d'argent aussi, c'est des businessmen. Donc, le plus souvent, la personne cherche à voir, moi, je gagne quoi dans ton projet. Sinon, l'association, l'actionnariat est possible aujourd'hui. Voilà, tout dépend du pitch que vous allez faire. Voilà, tout dépend du pitch. Moi, je sais qu'au niveau du Burkina, il y a des polycliniques. Il y a une nouvelle polyclinique récemment même que j'ai découvert ici à Ouaga. C'est par actionnariat avec des opérateurs économiques que ça a été mis en place. Des médecins qui se sont associés à des banquiers
en tant qu'actionnaires et ils ont mis en place la clinique. Donc, je ne sais pas si les autres pays c'est possible, mais ici quand même j'ai vu un exemple, pas plusieurs. Voilà, donc ça donne quand même un certain optimisme pour dire que c'est faisable. Sinon, elles sont très très réticentes par rapport au financement. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ces interventions. Merci. Merci beaucoup, Dr Maïga. Donc, personnellement aussi, pour rebondir sur la question des modules en médecine par rapport au management et les autres modules liés à tout ce qui est de ce domaine. En tout cas, au Sénégal, pour notre part, nous avons cela également en 6e année de médecine. Donc, je ne sais pas pour les autres pays. Cependant, il faudrait noter que, en tout cas, personnellement, je trouve que ça reste insuffisant et ça reste assez vague. Mais c'est déjà un bon début, une bonne base, en tout cas, pour avoir des notions. Cependant, Dr Maïga, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes pour le fait, donc, si on vous comprend bien, d'aller chercher d'autres compétences et donc d'élargir ses connaissances par rapport au management, faire d'autres formations, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, je suis en train de dire, c'est ça qui fait partie de l'innovation. C'est pour ça que j'ai dit de s'améliorer pour mieux soigner. C'est important et c'est capital. Parce que quand vous allez vous mettre en privé, les modules qu'on vous donne, comme vous l'avez dit là, c'est beaucoup théorique, ce n'est pas pratique. Et parfois, c'est mieux d'être formé par des gens qui sont dans le domaine plutôt que des gens qui viennent juste pour enseigner. Imagine que vous êtes formé en tout cas par des comptables en matière de comptabilité d'une clinique, vous êtes formé par des fiscalistes sur la fiscalité appliquée aux cliniques, aux polycliniques ou bien à d'autres structures de santé. Ce n'est pas la même chose que le médecin qui a été juste attribué ce module d'enseignement qui va venir vous enseigner. Et souvent, c'est ça qui fait que quand on se met en boîte privée, on a des difficultés pour fonctionner parce que la formation qu'on a eue est beaucoup plus théorique que pratique. Donc, c'est absolument important, à mon avis en tout cas, de faire des formations complémentaires. Voilà. Sinon, la formation qu'on nous donne n'est pas du tout suffisante. Quand vous allez vous mettre dans le privé, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de notions que vous êtes obligé d'aller apprendre auprès de ceux qui pratiquent déjà. Nous, par exemple, on collabore avec l'association des polycliniques et des cliniques privées au Burkina. Il y a aussi la fédération des structures privées de santé au Burkina. Je ne sais pas, il y a d'autres pays. Je contextualise beaucoup ce que je dis parce que ça dépend des pays. Les pays n'ont pas les mêmes conditions, les mêmes situations. Donc, quand vous collaborez avec eux, ils peuvent vous donner des modules de formation pratique parce qu'ils sont déjà dedans. Vous voyez, c'est pas la même chose que l'enseignant qui a été juste attribué un module d'enseignement qui va vous donner quoi. Sinon, c'est utile. C'est utile. Merci. Merci beaucoup, Dr Maïga. Alors, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faudrait réellement faire la différence entre sortir de sa zone de confort ou simplement élargir son périmètre de pratique? Quelle est la différence selon vous entre ces deux notions-là? De ma compréhension, quand on dit de sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire d'abandonner tout ce qu'on fait en fait. Ça veut dire justement d'améliorer. L'innovation même, ce n'est pas forcément de créer ce qui n'existe pas ou ce qui n'a pas existé. L'innovation, c'est d'ajouter la valeur à ce qui existe. Voilà. Je prends des gens qui ont, par exemple, conçu un garrot électronique. Voilà. Ils se sont basés sur le garrot qu'on fait pour prélever le sang et le garrot électronique. Donc, ils ont juste amélioré un peu ce qui existe. Ils n'ont pas créé carrément quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui n'a jamais existé. Donc, quand on dit sortir de sa zone de confort, ça veut dire de bousculer un peu la routine pour s'améliorer, pour acquérir d'autres compétences, pour faire mieux. Ouais, c'est juste ce que ça veut dire. Donc, ça se rejoint. Élargir son périmètre. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas vraiment rester dans la routine et suivre les choses comme si Dieu ne nous a pas doté de raison pour pouvoir faire autrement, quoi. Parce que tout ce qu'on utilise là, imaginez-vous si celui qui a fabriqué la seringue ou bien le stéto ou je ne sais pas les matériels qu'on utilise là, si la personne n'avait pas
voulu faire différemment, créer quelque chose d'autre pour ajouter de la valeur à ce qu'on a, on n'en serait pas là. Donc, si nous, on se met juste dans la routine, bon, on sera des consommateurs. On ne pourra pas vraiment être parmi ceux qui font bouger le monde comme on le veut. C'est ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Dr Maïga. Donc, je pense qu'il y a Mademoiselle Nouria qui a une question. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Dr Alassane pour sa brillante présentation. Nous avons beaucoup appris. Et j'ai une question et à la fois une inquiétude en fait concernant l'examen classant national. Étant donné que vous êtes au Burkina Faso, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un processus en fait qui est en train de se mettre en place pour faire l'examen classant national afin d'avoir des résidents. Maintenant, j'aimerais savoir, en ce qui concerne votre point de vue, faudrait-il sortir précocement de sa zone de confort pour embrasser ce TCN-là ou bien faut-il patienter afin de voir les enjeux qui tournent autour avant d'adhérer? Merci beaucoup. Ah, d'accord. Bon, là, vous êtes en train de m'amener dans une zone glissante. L'examen classant national, là, c'est quelque chose qui a été décidé par le gouvernement burkinabé, qui vise donc à former des médecins spécialistes, voilà, d'avoir des résidents qui vont directement se spécialiser. Voilà, je ne peux pas trop me prononcer sur ça parce que je ne maîtrise pas tous les contours. Voilà, mais pour moi, la décision dépend de vous, de vos ambitions, voilà, de vos rêves et tout. C'est à vous de voir. Si vous pensez que vous avez mieux à faire ailleurs, bon, vous pouvez tout de suite et maintenant commencer avec ça et puis voilà, vous assumez. Ou bien vous restez pour voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, pour le Burkina, là, il y a beaucoup de textes qui sont en train de venir. Par exemple, actuellement, il faut travailler 15 ans pour l'État avant de pouvoir aller dans le privé ou ailleurs. Donc, c'est un cas particulier par rapport aux autres pays. Mais moi, je dirais que tout dépend de vous, vraiment de vous et de vous seul. Voilà, je ne peux pas vous conseiller d'aller dans un sens donné, mais je vous dirais de vous fier à vos ambitions personnelles, à vos rêves, à ce que vous souhaitez faire. Si en restant dans ça, ça va, vous allez pouvoir vous réaliser, il n'y a pas de souci. Si en restant dans ça, vous n'allez pas pouvoir vous réaliser, donc c'est mieux d'aller ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me relancer encore. Je vais vous fatiguer un peu, Dr Maïga. Je suis là pour ça. Il n'y a même pas de souci. J'aimerais savoir, selon vous, quel rôle, quelle place occupent les formations continues, mais surtout dans notre contexte actuel, tout ce qui est intelligence artificielle et e-santé, en tout cas dans l'acquisition des compétences nécessaires pour innover. D'accord. Je voudrais d'abord dire que la révolution numérique, là, on ne peut l'arrêter. Il n'y a aucune personne qui peut arrêter l'évolution du numérique. Soit on s'adapte et on l'utilise comme moyen pour avancer, soit elle va nous remplacer. Donc, les outils d'IA et de santé connectée sont aussi des outils qui nous permettent de renforcer nos connaissances, nos compétences et surtout de mieux faire. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas voir la technologie comme étant une menace. Il faut voir la technologie, c'est un outil. C'est comme un couteau. Le couteau, on l'utilise pour couper le condiment, pour couper la viande, pour faire du bien. Mais on peut aussi utiliser le couteau pour tuer quelqu'un, pour blesser la personne. Donc, les outils technologiques sont des outils. C'est à nous de savoir nous en servir au mieux et ne pas nous laisser surtout dépasser par ça. Le problème en Afrique, c'est que le plus souvent, on se méfie des nouvelles technologies, on se méfie des nouveautés. Et après, on se retrouve dépassé et on devient des consommateurs.
Donc, mieux vaut s'en prendre à temps et l'utiliser efficacement plutôt que de s'en méfier et puis après, on va regretter quoi. Donc, moi, je pense que ça participe vraiment. Bon, s'il y a d'autres contributions, ce serait bien parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, certainement, d'autres pourront contribuer pour enrichir le débat. Merci. Madame Nouria. Merci beaucoup pour la parole. Je reviens encore un peu, mais cette fois-ci sur le plan financier. Sortir de sa zone de confort, également, souvent, ça relève de la créativité, créer quelque chose de nouveau, ce qui a besoin, bien sûr, des moyens financiers. J'aimerais savoir, est-ce que docteur en a connaissance des organismes ou des structures qui, en fait, ont pour particularité de financer ces jeunes-là? Merci. Merci bien, Nouria. Je vais vous être très, très honnête avec vous. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde où le capital le plus essentiel pour votre développement, c'est vous d'abord. Personne ne va mettre son argent dans votre projet que vous-même, vous n'avez pas commencé pour démontrer que ça a un intérêt. Donc, il y a des organismes qui financent. Ça, il y en a. Mais aucun organisme ne va vous financer un projet qui n'a pas débuté, qui n'a pas fait ses preuves. Donc, le premier capital, le premier financement dans votre projet, c'est votre intellect. C'est vous-même d'abord. C'est votre investissement personnel. C'est après que les autres vont mettre pour eux. Voilà. Donc, la réponse, c'est aussi simple que ça. Sinon, il y a des organismes. Si vous êtes au Burkina, après, on pourrait discuter par rapport à ces organismes-là. Je pourrais vous orienter pour dire voici tel organisme. Pour les autres pays aussi, certainement, après recherche, on peut s'entraider. Mais sinon, quand c'est un début, vous ne pouvez pas trouver vraiment un investisseur comme ça, franchement. Parce que les investisseurs, c'est des gens qui veulent de l'argent. S'il n'est pas sûr que ton projet est rentable, il ne va jamais mettre son argent dedans. Merci. Docteur Mélène. Non, c'est parfait. Je pense qu'on est quand même assez globalement satisfait de tous les éléments de réponse. Merci encore à docteur. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous allons laisser la parole au docteur Nouria Cissé pour le mot de fin. D'accord, merci beaucoup pour la parole et bonsoir à tous encore et à toutes. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai envie même de solliciter 30 minutes de plus pour qu'on puisse continuer la séance tellement elle est intéressante. Mais même les belles choses ont une fin. Merci vraiment. Donc, c'est l'occasion pour moi, au nom de Wikaya Plus, de prendre la parole et d'adresser nos chaleureux remerciements et notre profonde gratitude au docteur Alassane Maïga pour l'honneur qu'il nous a accordé en acceptant de faire ce webinaire. Docteur, merci à vous pour le partage généreux de vos expériences et de votre vision. Merci encore. Cela nous permet et nous encourage vraiment à croire en nos idées et à les transformer en projets concrets et utiles. Moi, j'ai pu retenir en fait de ce webinaire que l'innovation ne naît pas dans l'immobilisme, que sortir de sa zone de confort, c'est oser apprendre autrement, penser différemment afin de pouvoir apporter de nouvelles réponses aux défis médicaux de notre société. Une fois de plus, merci à vous, docteur. Nous disons aussi merci et bravo à notre modératrice pour sa disponibilité, sa clarté
et la qualité de sa conduite de l'échange. Merci beaucoup. Un grand merci également à nos participants pour votre fidélité à Wikaya Plus. C'est grâce à votre présence et vos questions que notre séance a pris tout son sens. Nous espérons que vous sortez de ce webinaire avec plus d'idées et plus de motivation. Merci, merci beaucoup. Et surtout, restez connectés sur les différents réseaux sociaux de Wikaya Plus pour plus d'initiatives et d'opportunités. Sur ce, un grand merci et passez une excellente soirée. Rendez-vous à la prochaine. Merci, bye bye. Merci beaucoup, Dr Nouria. Donc, Dr Maïga, je vous laisse la parole rapidement, si vous avez un mot pour la fin. Je n'ai aucun mot après ces belles paroles. Donc, merci bien à vous. Excellente soirée. Il ne veut pas gâter ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à tous. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain atelier très prochainement. En tout cas, je pense que nous avons d'autres activités encore en vue. Et j'espère que ce webinaire vous aura inspiré et vous aura donné les outils nécessaires pour être un acteur de l'innovation. Donc, merci à tous et à très bientôt.